à une époque où la plupart des gens sont malheureusement déconnectés à la fois de leurs racines culturelles et puis simplement des bases de l'humanité. Les gens vivent dans un monde qui se trouve en fait dans leur téléphone portatif et qui n'existe pas, et qui fait que ces questions qui sont peut-être banales mais qui sont fondamentales, qu'on se pose depuis le début, en tout cas de la civilisation, sinon de l'humanité, ces questions, on ne les pose plus tellement souvent. D'une certaine manière, le roman est fondé sur la dialectique augustinienne, en fait, qu'on trouve chez Pascal, à savoir que le mal est présent dans la création, donc le mal est présent dans tout le monde, et que le seul moyen de lutter contre le mal, c'est d'accepter le don de la grâce, et que la grâce, c'est en fait la possibilité d'aimer. Et les gens qui sont bloqués par une idéologie comme Norberto et ses amis, ils ne reçoivent pas, ils ne peuvent pas recevoir la grâce, tandis que les autres personnages sont plus ouverts à la grâce, et en particulier les deux personnages qui, d'une certaine manière, ont un parcours, on peut dire, de saint, même si c'est dans le monde, c'est-à-dire Virgilio et la jeune fille Herminia. Chacun, à sa façon, essaie de sauver quelqu'un par l'amour. Et donc, on peut voir le roman comme une illustration de cette idée peut-être banale, mais à mon avis, qui n'a pas été dépassée et qui reste essentielle. Bonjour, bienvenue dans Imaginaire du présent. Content de vous retrouver après 10 ans de désert radiophonique. Ce podcast est consacré aux liens qu'ont aujourd'hui les arts avec l'imaginaire, avec le fantastique ou les spiritualités. À écouter la voix et les œuvres d'artistes, de chercheurs qui créent des imaginaires inédits, magazine des écritures plurielles, des espaces imaginaires, qui selon Aristote, placés au-delà de la sphère des fixes, n'admettent absolument rien, pas même le lieu parce qu'il est la place des corps qui ne pouvaient pas y exister, ni le vide parce que c'était le lieu qu'un corps avait quitté. Ce titre est un hommage au sociologue français Jean Duvigneau qui publiait en 1998 Pandémonium du présent, pandémonium signifiant littérature au sens du poète Milton, pas dans l'essai de Duvigneau, la capitale imaginaire de l'enfer. Ici, je vous rassure, pas d'enfer, uniquement des particules positives d'imaginaire circulant à travers les arts d'aujourd'hui. Et quelle plus belle entrée en matière aurait-on pu imaginer que cet extrait d'interview d'Eugène Green que vous avez pu entendre à la fin de ce générique. En mars 2020, Camille de Rijk, dans la chaîne belge RTBF, recevait Eugène Green pour son dernier roman Chevaliers et moines. Eugène Green est un artiste qui tisse des liens entre art, imaginaire, spiritualité dans toutes ses œuvres. Il est cinéaste, écrivain et dramaturge. Né aux États-Unis, il est devenu français dans les années 70. Je vous proposerai une lecture de son avant-dernier roman, Les interstices du temps. Autre originalité, dans chaque émission, nous reviendrons sur un ou deux mots, leur définition dans le dictionnaire Le Petit Littré. Ici, c'est le mot grâce évoqué par Eugène Green il y a un instant. Avertissement, Le Petit Littré est un dictionnaire ancien paru à la fin du XIXe siècle. Ces définitions s'appliquent à une langue française qui a beaucoup évolué en près de 150 ans. Certains passages portent l'empreinte de cette époque et doivent se lire dans ce contexte historique. Deuxième avertissement, il y avait près de 15 sens différents du mot grâce à cette époque en France. Premier sens, ce qui plaît dans les attitudes, les manières, les discours. C'est le sens premier et étymologique du mot grâce. 2. Agrément dans les choses, les animaux. 3. Terme de mythologie et avec une majuscule, qui est la personnification du sens de gracieux, nom donné aux 3 déesses compagnes de Vénus. 4. Jeu des grâces, jeu analogue au jeu de volant, et qui se joue avec un petit cerceau et des bâtonnets. Est ainsi nommé parce que les bras s'y développent avec grâce. 5. Par extension du sens de gracieux, bienveillance qu'une personne accorde à une autre. 6. Ce qui est accordé à quelqu'un comme lui étant agréable, utile, sans lui être dû strictement. C'est un sens détourné du sens de gracieux, agréable. 7. Terme de théologie qui provient du sens précédent, la grâce étant une faveur, secours inférieur accordé par le ciel pour l'exercice du bien et pour la sanctification. 8. Coup de grâce, dernier coup que l'exécuteur appliquait sur l'estomac du patient roué vif et qui, attend sa fin,
semblait une sorte de miséricorde. 9. Ancien terme de commerce, jour de grâce, délai de 10 jours accordé à celui sur lequel une lettre de change était tirée. 10. Pardon, indulgence, le pardon était une sorte de faveur. 11. Particulièrement remise de la peine que le prince fait à un condamné. Le souverain a le droit de grâce, recours en grâce, il a obtenu sa grâce. 12. Remerciement, témoignage de reconnaissance, le remerciement étant quelque chose de gracieux. 13. Au pluriel, des grâces, prière que l'on fait après le repas. 14. Titre d'honneur des ducs d'Angleterre. 15. Grâce de Saint Paul, nom donné dans l'île de Malte à une terre blanche qui passe pour un remède contre la morsure des vipères, ainsi dite de Saint Paul qui y fut mordu par un serpent. Autre mot que nous avons entendu tout à l'heure lors de l'interview de Jane Green, déraciné, dont le petit littré signifie dont les racines ont été arrachées de terre. Aujourd'hui, il s'applique aux personnes qui ont perdu leurs racines, leurs origines, qualifiant parfois les personnes qui ont immigré ou émigré de déracinées. À l'opposé, certaines personnes, certains artistes cultivent leurs racines, leurs origines. Aussi pourraient-ils être qualifiés aujourd'hui d'enracinés. C'est le cas de musiciens exilés, par exemple, qui continuent dans un répertoire que l'on pourrait qualifier d'occidental, à jouer des airs qui les ramènent à leur origine, à leurs racines orientales. L'exemple actuel pourrait être Kian Soltani, dont nous allons écouter dans un instant une danse de feu persane. Artiste au jeu, alliant profondeur d'expression et maîtrise technique, Kian Soltani est aujourd'hui invité par les orchestres, chefs et organisateurs de festivals les plus prestigieux au monde, propulsé du rang d'étoiles montantes à celui de violoncelliste parmi les plus suivis du moment. En 2017, il signe un contrat d'exclusivité avec Deutsche Grammophon et son premier disque intitulé Homme, rassemblant des pièces pour violoncelle et piano de Schubert, Schumann et Reza Vali, paru en février 2018. Né à Bregenz, en Autriche, en 1992, dans une famille de musiciens persans, il vit actuellement en Amérique. Kian Soltani débute le violoncelle à l'âge de 4 ans et n'en a que 12 lorsqu'il intègre la classe d'Ivan Monighetti à la Music Academy de Bâle. Boursier de la fondation Anne-Sophie Mutter en 2014, il complète également ses études dans le cadre du programme Jeunes solistes de la Kronberg Academy de l'Académie internationale de musique du Liechtenstein. Il joua en décembre 2018 à la Cité de la musique à Paris au cours d'une session Rising Stars. Dans le premier album, un titre joué en solo, un programme intelligent explorant ses propres racines en Autriche et en Iran, il propose un morceau de choix, Persian Far Dance. Il joue également le kamanché, version iranienne du violoncelle, Kian Soltani. J'ai commencé à jouer enfant, puis je me suis arrêté. Le professeur de kamanché m'a dit que ce ne serait pas bon pour ma technique de violoncelle. Ce n'est que récemment que je l'ai repris, mais je n'ai pas le temps de le pratiquer, alors j'applique simplement ma technique de violoncelle à l'instrument. En ce sens, je ne suis pas un vrai joueur de kamanché, c'est peut-être ce que le professeur voulait dire quand il m'a fait arrêter. La seule raison pour laquelle je le joue est pour les couleurs uniques de son son, afin que je puisse jouer avec mon père et son ensemble. Enfin, il en joue pas seulement qu'avec sa famille, il en joue aussi dans son album, puisque son premier album, intitulé Homme, il y a le titre Persian Far Dance, ou Danse du feu persane, joué avec un violoncelle, mais où les coups de kamanché sont identifiables. Un bel exemple de métissage culturel à travers la musique, ou comment les racines musicales peuvent aider à se retrouver en tant qu'artiste reconnu dans le monde. Kian Soltani.
C'était Kian Soltani, Persian Far Dance. Poursuivons sur cette relation entre la musique et les imaginaires avec John Cage, compositeur américain et écrivain. John Cage a eu sur l'art du XXe siècle un impact majeur. Il a considérablement contribué à révolutionner les idées traditionnelles de l'Occident sur la musique et sur la fonction de compositeur. John Cage rassemble une œuvre dont l'influence s'étend au-delà du seul champ musical, creusant le lit des courants artistiques d'après-guerre, préfigurant des formes d'expression comme le happening, la performance ou les installations multimédia. Ces sources d'inspiration sont aussi bien à chercher du côté de l'histoire, des pratiques musicales, que celles des arts plastiques, de l'architecture, de la danse, du théâtre, de la poésie, de la philosophie bouddhiste ou de la mycologie. Plus que des formes, des systèmes ou des techniques mises en œuvre, c'est au travers d'une posture, d'une manière de considérer le rôle de l'artiste dans la société que la musique se définit en dehors des frontières disciplinaires. Imaginary Landscape, considérée comme la première musique électroacoustique, elle transgresse les préjugés des auditeurs grâce à la nature des sons. La musique interroge l'auditeur sur la nature du son avant d'en appeler à son jugement. D'autre part, le son de la bande magnétique met l'auditeur face à une utopie, puisque ce son pur est inexistant dans la nature, il est donc artificiel. Imaginary Landscape nous propose donc un paysage impossible, un paysage fait de sons artificiels qui change tout ce que l'on a appris sur la musique. Et c'est le but de Cage ici, qui cherche avant tout à changer les préjugés des auditeurs. Il souhaite que l'auditeur ne se fie plus à son jugement, mais au son qui est le plus important. Imaginary Landscape, par Michael Barnes, qui est éducateur et performeur américain à la timbale, Zach Webb, également à la timbale, Jacob Dyke au piano et Jing Zheng à la timbale.
D'un paysage imaginaire, dirigeons-nous vers un paysage sonore réel, avec une prise de son d'animaux. La Fondation Cartier met en ligne 60 minutes d'immersion sonore avec Bernie Krause, un projet en ligne tout à fait étonnant. Bernie Krause, né en 1938 aux États-Unis, est un musicien et enregistreur de paysages sonores. Il est détenteur d'un doctorat en bioacoustique à l'Union Institute and University de Cincinnati. Il est à l'origine du terme biophonie qui a contribué à définir le concept d'écologie du paysage sonore. Avant de s'intéresser à cette notion de paysage sonore, il avait produit plusieurs travaux dans le domaine de la musique électronique. Plongé au cœur de l'Amazonie, 60 minutes d'immersion sonore avec Bernie Krause, c'est grâce à la Fondation Cartier, donc un projet en ligne que vous pourrez voir sur le site www.fondationcartier.com. Afin d'accompagner les confinés et après la mise en ligne récente d'extraits de ces paysages sonores sur les plateformes numériques de la Fondation Cartier, Bernie Krause a souhaité d'offrir au public une immersion sonore exceptionnelle de 60 minutes en Amazonie. En écho à l'exposition La lutte Yanomami, il propose de nous transporter au cœur de la forêt dans un habitat naturel proche des territoires habités par les Yanomami, au sein desquels l'attention aiguë au son naturel, notamment d'origine animale, est une composante essentielle de leur mode de vie. Comme c'est le cas dans de nombreux enregistrements de Bernie Krause, ce paysage sonore et sa biophonie, enregistré en 1990, ne peuvent plus aujourd'hui être entendus. Cet habitat naturel était depuis mis en péril par une exploitation forestière et minière intensive. Donc c'est une sorte d'écologie sonore, une écologie du paysage à travers ces sons que nous propose Bernie Krause. Je vous propose d'écouter cette plongée au cœur de l'Amazonie qui maintenant n'a plus lieu d'être puisqu'elle a disparu à cause de la déforestation. C'est le début du printemps, dans le parc provincial de l'Algonquin, au sud du Canada. Et la faune reprend vie. Là résonnent des voix de centaines d'espèces d'oiseaux, de nombreux mammifères et grenouilles, et, surtout, de celles de plusieurs meutes de loups. Nous sommes à l'aube, tout près d'une piste de gibier, et pris entre deux meutes. L'une est un peu plus loin devant, l'autre juste sur nos talons. Après quelques minutes, les deux groupes sont si proches que l'on peut distinguer les reflets vert-jaune de leurs yeux à la faible lumière du soleil levant. Il y a encore quelques années, c'est une situation qui m'aurait terrifiée. Enfant, j'ai entendu, puis lu, de nombreuses anecdotes sur les dangers des animaux sauvages. Mais au fil des ans, j'ai appris que si l'on est respectueux et toujours à l'écoute de ce qui nous entoure, il n'y a rien à craindre. Et certainement pas les loups.
J'ai alors remarqué un son que je n'avais encore jamais entendu. J'ai d'abord cru que c'était le vent, puis j'ai réalisé qu'il provenait de la meute derrière moi, ce qui m'intriguait beaucoup. Ce son, on pourrait le décrire comme un hurlement chuchoté. Après quelques minutes, les meutes se sont interpellées de leur voix normale, et nous avons alors compris que ce hurlement chuchoté avait été l'invitation des deux meutes à se réunir. Voilà, vous écoutiez un extrait de la plateforme diffusée par la Fondation Cartier, le Grand Orchestre des Animaux, de Bernie Krause, qui est à découvrir sur le site de la Fondation Cartier, donc www.fondationcartier.com. Et vous avez aussi le projet en ligne Plongez-vous au cœur de l'Amazonie. Hommage à Jean Duvigneau, que nous allons présenter, qui est un écrivain, sociologue et anthropologue, directeur de la collection Les Grands Dramaturges aux éditions de l'Arche. Jean Duvigneau a soutenu le travail de Roger Blin, Arthur Adamoave, Samuel Beckett ou encore Eugène Ionesco. Chercheur au CNRS de 1956 à 1960, maître de conférences à l'université de Tunis, puis assistant à la Sorbonne, il fut professeur à l'université de Tours de 1965 à 1980 avant d'enseigner à l'université Paris 6. Grand animateur de revues, il fonda Scarabée International en 1982, après avoir participé à la création de Théâtre Populaire avec Roland Barthes en 1953, d'Arguments avec Edgar Morin et Kostas Axelos en 1956, de Cause commune avec Paul Virilio et Georges Perec en 1972. Dramaturge et romancier, Jean Duvigneau est également l'auteur d'une œuvre théorique importante qui traverse le théâtre, la sociologie, l'ethnologie ou encore la critique littéraire. De 1990 à 2000, Jean Duvigneau a présidé la Maison des Cultures du Monde, qui a organisé et qui organise toujours le Festival de l'Imaginaire. Il est décédé en 2007. Nous l'avons dit, c'était un homme de revue, notamment la revue Arguments. Cette revue a été créée en 1956 par Edgar Morin, Kostas Axelos. L'intention des premiers rédacteurs était la suivante. Argument n'est pas une revue, mais un bulletin de recherche, de discussion, de mise au point, ouvert à tous ceux qui se placent dans une perspective à la fois scientifique et socialiste. La forme même de ce bulletin, copie conforme de la revue italienne Ragionamenti, avec laquelle s'établissait une collaboration originale, ne faisait aucune concession à l'esthétisme graphique. La revue, publiée aux éditions de Minuit, a fait paraître 28 numéros entre 1957 et 1962. Placée sous la direction de Kostas Axelos, celle-ci s'est efforcée de poursuivre en l'élargissant et l'approfondissant la recherche inaugurée par et dans la revue. Elle a commencé par publier un texte ancien de Georges Lucaste, Histoire et conscience de classe, puis ont paru de nombreux ouvrages de philosophie, d'histoire, de critique, de linguistique, d'économie, français et étranger. Nous allons entendre l'extrait d'une conférence d'Edgar Morin qui a été filmée dans le cadre du colloque consacré à Jean Duvigneau intitulé « La théâtralisation du jeu social ». Par son témoignage que nous allons entendre dans quelques instants, Edgar Morin évoquait l'histoire de la revue Arguments. En 1983, 3 textes introduisent la réédition de la revue. Le premier texte est celui d'Edgar Morin, La réforme de la pensée, puis Axelos écrit une problématique et Duvigneau termine les avant-propos par la convivialité intellectuelle, texte qui commence par la phrase « C'est Edgar Morin qui a eu l'idée d'Arguments ». La revue, publiée aux éditions de Minuit, a vu sa parution s'interrompre fin 1962. Après seulement 28 numéros, elle a été rééditée dans son intégralité par les éditions Privat en 1983. Écoutons Edgar Morin qui rend d'abord hommage à la disparition de Jean Duvigneau en 2007 et également sur cette origine de revue Arguments. C'était donc en octobre 2010 à l'abbaye d'Ardenne. Je l'ai connu peu après la libération de Paris et nos destins se sont croisés, liés, retrouvés au cours de ce temps et que sans doute la période la plus intense de notre relation, c'est la période d'Arguments. Dire aussi que Jean est de ces personnalités inclassables, oui sociologue, oui écrivain, oui dramaturge, oui agitateur d'idées. Ça fait penser chaque fois qu'on a affaire à des personnages comme Jacques Berck ou comme d'autres. On dit mais on ne peut pas les faire entrer dans nos catégories universitaires. Il les brise. C'est un personnage
effervescent, un Diderot contemporain, et avec ce don aussi de transfigurer le réel par de puissantes injections d'imaginaire. Nous étions animés par un esprit qu'on pouvait dire à l'époque révisionniste. Ce qu'on voulait réviser, évidemment, c'était pas seulement le communisme, le marxisme, les idées révolutionnaires. Et bien entendu, cela tombait à pic, puisque effectivement, il y avait donc eu le rapport Khrouchtchev, il y a eu l'invasion de la Hongrie, et il y a eu aussi, après 1958, le putsch d'Alger, et le fait que, contrairement au dogme où le peuple français pourrait briser toute tentative de dictature, le fait qu'effectivement, la République s'est effondrée et est arrivé le pouvoir très ambigu de De Gaulle, qui a finalement fait la paix en Algérie, a respecté les libertés, mais enfin, brusquement, toute une série d'idées clés de la gauche se trouvaient mises en interrogation. Et c'est ça qui nous a alimentés, c'était l'inquiétude, la curiosité, le fait que nous pouvions appréhender des textes peu connus en France, comme ceux de L'Arcouze, d'Adorno. Xelos a introduit des textes d'Heidegger. Dans cette aventure collective, on s'est dit qu'on allait tout réinterroger, la vie quotidienne, l'amour, etc. Et si vous voulez, c'était ce travail d'interrogation qui nous animait. Et là-dessus, il faut dire que Jean jouait un rôle dynamique absolument permanent. Il faut dire que, par exemple, prenons le cas du marxisme, moi j'avais une conception déjà très ouverte, comme on dit, du marxisme, j'intégrais beaucoup d'éléments, mais j'hésitais beaucoup à me débarrasser du mot, alors que Jean, radicalement, avait dit on n'a plus besoin de ce mot-là, on est ce qu'on est, etc. Jean était en quelque sorte un initiateur, et dans tous les domaines, puisque c'est un esprit omnivore, parce qu'il est inclassable, il avait son mot à dire, son intervention. Et Jean a toujours porté cet esprit interrogateur, moqueur, ironique, joueur, dans toutes ses œuvres ultérieures. Nous étions toujours contents de nous retrouver. Il y a même une époque où on a joué ensemble un no, on a pratiqué le no. Je me souviens qu'il était le samouraï, que moi je jouais la petite princesse. Et le moment délicat, c'était le moment où il me sauvait, il me prenait dans ses bras. C'était un travail difficile. Enfin, nous avons eu une relation où le jeu, le plaisir, le mythe ont été les éléments les plus importants, c'est-à-dire finalement la joie de communiquer et d'être ensemble. Jean, lui, il adorait les rencontres, les multiplicités, les bouillonnements des rencontres, sa relation avec le peintre Atlan, sa relation multiple avec le théâtre, avec Villard, le monde de la culture dans le sens le plus riche. L'inventivité permanente de son esprit était toujours là comme stimulation. Et je crois que c'est vrai que quand on réfléchit, surtout Jean, il a fait beaucoup de revues, mais c'est une sorte de période de grand tournant et je dirais même de moments de joie. On a fait quelque chose qui n'existait pas dans l'univers des revues. On a fait une revue fraternelle, en quelque sorte, et où on pouvait s'opposer. Le principe d'argument était que si quelqu'un n'était pas d'accord avec l'article de l'autre, il faisait un post-scriptum que l'autre pouvait répondre, c'est-à-dire qu'on avait une totale liberté d'expression. Je crois que nous avons gardé, après, à travers le souvenir heureux d'argument, nous avons gardé notre relation qui, je le répète, en ce qui me concerne, datait d'avant argument et s'est continué après avec Jean. Je pense aussi à l'importance de La Rochelle.
cette ouverture sur l'infini de l'océan, que je crois qui était présente dans l'esprit de Jean. Je me souviens, je l'ai cité lors de l'hommage que nous avions fait, un jour il me disait, Edgar, tu sais que dans le désert du Nouveau-Mexique, il y a des momies recouvertes d'or. Alors écoute, nous allons aller chercher cet or. Alors je vais fréter un bateau à La Rochelle, tu es d'accord, nous partons ensemble. Nous partons ensemble. Mais il y avait toujours une idée de grand départ. Il y avait l'idée de l'infini qui s'ouvrait. Et moi, c'est ça que j'aimais toujours. C'était toujours jamais un monde clos, jamais un monde avec une barrière. Pof, les barrières sautaient quand on était avec Duvigneau. C'était Edgar Morin qui s'exprimait dans le cadre du colloque consacré à Jean Duvigneau, organisé par le CEREV, Centre de recherche risque et vulnérabilité à l'Université de Caen, qui s'est tenu les 4 et 5 octobre 2010 à l'Abbaye d'Ardennes, où siège l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine IMEC. Conférence à retrouver sur le site internet de la Forge Numérique, un espace numérique des productions multimédia de la maison de recherche en sciences sociales de l'Université de Caen, Normandie. En écho à ce que vient de dire Edgar Morin, c'était en 2010, voilà ce qu'écrivait en 1976 Jean Duvigneau dans l'ouvrage Le Saperché. Il revient sur cette aventure de création de revues. Argument, il parle également d'Edgar Morin, je le cite. « Je n'ai pas encore pris la mesure exacte du ghetto des intellectuels. C'est une phénoménologie qui reste au stade de la moralité subjective. Soit, j'ai trouvé le gisement qui m'importe et le socle sur lequel je vais m'appuyer, c'est l'écriture. Morin a l'idée d'une revue. Je connais Morin depuis 1945 et nos évolutions autour du grand système nous ont tour à tour rapprochés ou séparés. M'attire en lui l'imagination d'idées et l'intensité. C'est autre chose qu'un philosophe ou un écrivain. C'est une matrice de pensée avec ce qu'on soupçonne d'irrationnel parfois et presque toujours de saisissant. Cette revue, il voudrait qu'elle soit celle d'une remise en cause des idées forces et des croyances sur lesquelles nous avons vécu et sur lesquelles nos amis vivent encore. Nous nous réunissons dans son bureau, rue de Varennes, chez lui ou dans mon grenier de la Glacière. Seul ou avec des amis, au cours d'une de ces réunions, Francis Ponge suggère ce mot d'argument que nous avons pris pour cette revue aux éditions de Minuit. Nous, c'est-à-dire Roland Barthes, Colette Audruy, et bientôt François Fédiot et Axelos. J'ai des enregistrements de nos discussions. Elles sont peut-être confuses, du moins sont-elles libres, et la critique que nous exerçons les uns sur les autres détruit les tabous ou les résistances masquées dans les replis de la conscience. Morin parlera mieux que moi de la revue. Je dirais qu'elle a été une thérapeutique et un instrument de connaissance. Nous ne sommes plus des adolescents, nous voulons faire le bilan de ce que nous pouvons penser. Nous voulons entrer dans la maturité sans rougir de nos sottises ou des lieux communs que nous traînerions, sans cela jusqu'au gâtisme. Barthes est là, Violette Morin l'appelle Babar, il pèse, ou plutôt il paraît, comme le Bayang de Claudel, tirer sa substance du sol qu'il habite. Il est un art poétique vivant, avec un sourire de chanoine et son goût certain de plaire. Mais le plus souvent, il s'efface, il se retire dans une sérénité anxieuse. Il écrit, pour Maurice Nadeau, ses mythologies dans les Lettres nouvelles. Présence attentive, amusée, énigmatique. Nous sommes dans cet état heureux où nos idées sont libres. Nul reflet ne nous les renvoie du monde et ne nous enferme en elles. C'est une lutte pour la vie que nous menons. Au diable les noms et les anecdotes. Je fixe seulement le sens de cette grande révision, le mot est de Morin, qui nous amène à une analyse de tous les aspects de la réflexion moderne depuis l'émergence de la révolution bolchevique. Régénérer ce qui a été brisé, dénoncer les instruments de la domination, jeter la lumière sur les critiques oubliées, établir un courant avec d'autres groupes qui, en Occident, tentent de lever la tête au-dessus de la ligne de flottaison. C'est un travail de 5 ans. Nous nous voyons plusieurs fois par semaine, nous travaillons ensemble durant des heures, et seuls plus longtemps. Le groupe est simple, passionnel. Lucien Goldman, Georges Lapassade, Pierre Fouguerolas, Axelos, qui amène Heidegger la pensée allemande moderne, Gabel, Grémas, bientôt Marcuse, Adorno, que je suis allé chercher à Francfort, et Lukács, que j'ai sollicité à Weimar, les biologistes, les linguistes que la curiosité ou l'avidité infatigable de Morin découvrent et rameutent. Je suis encore professeur de philosophie et j'amène un jour un élève dont on m'a dit qu'il fallait le tenir serré
parce qu'il était révolté contre l'ordre, Georges Perec. Il y a un génie de la critique. Plus tard, 15 ans après, nous découvrons les idées de cette époque dans le tout venant de la pensée universitaire. Certaines sont à la mode, cela ne nous surprend guère. Tout a passé par argument. Les idées de la jeunesse doivent-elles empester la maturité ? Comment éviter le triste crétinisme innocent des hommes de 50 ans qui n'ont jamais remis en question les idées reçues de leur père ou de leur milieu ? Ce que nous avons tenté là a une valeur éthique. Cela nous a restitué une seconde intelligence à laquelle on n'arrive jamais si l'on n'a pas le courage d'entreprendre cette critique nihiliste. Maintenant, les amarres sont coupées, nous savons que le ghetto des intellectuels est une prison de papier. La pensée libre, nous allons maintenant naviguer en haute mer. C'était Jean Duvigneau dans Le Saperché, publié aux éditions Stock. Au début de ce podcast, vous vous rappelez, nous entendions Eugène Green, interrogé par la chaîne RTBF. Son avant-dernier roman, Les interstices du temps, est un véritable coup de cœur. Ce roman a été publié aux éditions du Rocher en 2019. Il s'agit, écrit l'auteur, de mini-fiction, on pourrait dire aussi conte d'aujourd'hui, sur les réminiscences du passé dans le présent, un très beau livre à découvrir. Voici les premières pages. Le purgatoire. Le jour où tout commença, j'étais avec un groupe d'autres étudiants en lettres, dans un café près du métro Cardinal Lemoine. Soudain, sans comprendre pourquoi, je sentis monter en moi une vague de mélancolie, de sorte que je me trouvais incapable de suivre la discussion de mes camarades, et insensible à leur présence. Fournissant quelques prétextes, je payai ma consommation et pris congé. Je descendis la rue des Boulangers, puis je suivis la rue Geoffroy-Saint-Hilaire jusqu'au jardin des plantes, dont je franchis la grille. C'était un des premiers jours du printemps, fidèle à l'image mythique de cette saison, avec un ciel bleu dégagé et une température agréable. Je montais dans le labyrinthe, je me promenais dans les grandes allées, jusqu'à cet état étrange dans lequel j'étais tombé sembla se dissiper, et alors je rentrai à la maison. En pénétrant dans ma chambre, je découvris sur mon bureau une lettre que ma mère avait trouvée dans le courrier du matin. Le pli éveilla ma curiosité car l'adresse était rédigée à la main, ce qui signifiait qu'elle venait non d'une institution, mais d'une personne, qui cependant ne s'était pas identifiée au dos de l'enveloppe. Et le timbre comportait des mots dans une langue que je ne reconnus pas. Je l'ouvris et trouvai une feuille avec un texte manuscrit dans une belle écriture régulière. « Cher Simon, vous ne me connaissez pas, mais j'habite à Riga, en Lettonie. L'espèce de lien qui nous unit est trop compliqué à expliquer, mais vous pouvez me considérer comme une lointaine parente. Ainsi, que vous le voyez, je parle plus ou moins le français, que j'étudie au lycée. Je sais que bientôt vous aurez des vacances universitaires. Je serais très heureux si vous acceptiez de les passer avec ma mère et moi à Riga. Nous habitons une assez grande maison sur l'île de Kispsala, où nous pouvons vous accueillir sans problème, et où nous vous attendons. Dans l'espoir d'avoir prochainement plaisir de vous connaître, bien à vous, Mara. » En bas de la feuille était indiquée seulement une adresse postale, sans aucune indication du nom de famille. Je trouvais cette invitation extrêmement étrange, à commencer par le fait qu'il n'y avait ni contact électronique, ni numéro de téléphone, de sorte qu'il ne me restait que le temps d'envoyer une lettre, soit pour refuser, soit pour annoncer la date de mon arrivée, sans aucun moyen de mieux connaître cette mystérieuse personne. Pourtant, quelque chose me poussait à accepter. Pour ne pas inquiéter mes parents, je leur fis simplement part du projet de partir à Riga pendant les vacances de printemps. Ils n'y trouvèrent rien à redire et ne me demandèrent même pas pourquoi j'avais choisi cette destination peu courante, ni avec qui je voyageais. Je leur sus gré de leur discrétion. Il me vint à l'esprit un vague souvenir d'origines étrangères que je pensais être russe du côté de ma mère. Mais quand je l'interrogeai à ce sujet, j'appris que sa grand-mère, née à Riga, avait été lettonne. Elle s'était réfugiée en Suède lors de l'invasion allemande en 1941, puis à la fin de la guerre, elle arriva en France. Je supposais que cette aïeule était la source de l'espèce de lien de parenté auquel faisait référence ma correspondante. Je demandai à ma mère si elle avait encore de la famille en Lettonie. Si c'était le cas, elle dit l'ignorer et avoua ne même pas savoir le nom de jeune fille de sa grand-mère. Je répondis à la lettre en annonçant la date de mon arrivée. Un vol direct me permit de gagner Riga en 2 heures. Comme personne ne m'attendait à l'aéroport et que je n'avais pas de numéro de téléphone, je décidai de prendre un taxi.
Voilà, c'était extrait des premières pages des Interstices du temps, un très beau roman d'Eugène Green, appelé mini-fiction, qu'on pourrait appeler conte fantastique d'aujourd'hui. Eugène Green, écrivain et poète, il a longtemps consacré ses recherches à la déclamation au théâtre. Son travail de relecture des textes baroques, contemporains de celui effectué sur les partitions par une génération de musiciens jouant sur les instruments anciens, on pense peut-être à Jordi Savall, Eugène Green fut accompagné par la création d'une compagnie, le Théâtre de la Sapienza. Il donna lieu à des créations et des collaborations diverses, liées donc à ce théâtre baroque. Baroque. Et nous allons terminer ce premier podcast avec cette empreinte baroque qui influence toujours bon nombre d'imaginaires et d'artistes, avec Jakub Józef Orliński, un titre extrait de son dernier album, Facce d'amore, autrement dit Visage d'amour. C'est son premier album solo. Ce contre-ténor, né en Pologne il y a 28 ans, formé à New York, est depuis 2017 considéré comme l'un des plus grands contre-ténors de sa génération. En 2017, en effet, il fait une prestation remarquée, filmée de Vedro con Mio Diletto, qui, sur YouTube, le propulse au devant de la scène. Comme il le dit lui-même, cet album, Facce d'amore, comprend des airs d'opéra qui racontent une histoire montrant une image musicale d'un amant masculin à l'époque baroque, pas seulement le côté positif, comme l'amour joyeux ou réciproque, mais aussi la colère ou même la folie. Couvrant quelques 85 ans de la période baroque, les airs de cet album Facce d'amore sont de Handel, Cavalli, Alessandro Scarlatti, Bononcini, Conti, Orlandini, Pedrini, Matisse. Voilà, cet imaginaire du présent est terminé. Podcast créé en hommage à Jean Duvigneau et Alexandre Jolien, tous deux fervents admirateurs du philosophe Nietzsche. À la réalisation complète, Cyril Paquette. À bientôt, et d'ici là, faites de beaux rêves.